à la frontière de la Libye. Je connais peu de choses sur la région et je ne cerne pas son importance stratégique pour les forces combattantes polonaises, si ce n'est en tant que voie d'évasion. Ce n'est pas pour les forces polonaises que l'Afrique du Nord est importante. Ce que Rigord ne sait pas, c'est qu'elle est cruciale pour les Britanniques. Casablanca n'est pas seulement une ville stratégique pour les réfugiés. C'est un port essentiel à l'industrie de l'armement. L'Afrique du Nord est d'une importance capitale, d'autant que les troupes allemandes sont déjà en Libye et que les Britanniques n'ont pas envie de voir la région leur servir de base d'approvisionnement. Or, ces territoires sont pour la plupart des colonies françaises, donc sous l'autorité de Vichy. Et depuis la capitulation de la France, les rapports entre Français et Britanniques se sont sérieusement dégradés. Au tout début, les relations entre les Britanniques et Vichy étaient extrêmement mauvaises. Churchill et les Britanniques ont bombardé la flotte française amarrée dans un port près d'Alger, à Mers-el-Kébir. Ils ont tué 1400 hommes. Les Français ne l'ont jamais oublié. Vichy a réagi en bombardant Gibraltar. Ça n'a pas été très réussi. 2 ou 3 avions, 4 ou 5 bombes, mais quand même, ils étaient presque en état de guerre. L'Angleterre ferma tous ses consulats en Afrique du Nord et il n'avait plus aucune organisation ni administrative ni commerciale sur laquelle s'appuyer. Mais il leur fallait à tout prix aller en Afrique du Nord. Alors comment faire? Alors là, ils se sont rendus compte que les Polonais, il y avait un service d'évacuation assez efficace et qui marchait particulièrement bien. À cette époque, le gouvernement polonais en exil, le commandement de Rigord, est un allié d'importance pour la Grande-Bretagne. Ses pilotes et son armée sont des atouts majeurs. Mais c'est son service de renseignement qui va jouer le plus grand rôle. Londres regorgeait de gouvernements en exil. Chacun s'efforçait d'être le plus important. Mais dans l'ensemble, les Polonais étaient en tête. Après juin 40, les services de renseignement britanniques étaient privés d'yeux et d'oreilles sur le continent européen. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de collaborer étroitement avec le service de renseignement polonais. Ils ont tout amené avec eux, jusqu'au réseau d'agents déjà opérationnels. L'accord de collaboration étroite entre leurs services et les services secrets britanniques a permis de partager l'information collectée. La réalité, c'est que les Polonais sont sur tous les fronts. Ils n'ont plus rien à perdre. Leur pays est tombé sous la férule nazie. Les combattre partout est une question d'honneur. À son arrivée à Casablanca, Rigord découvre un autre monde. L'Europe est en guerre, mais ici, boutiques et cafés sont pleins. Les uniformes allemands se font rares et le rationnement ne se fait pas sentir. C'est un vrai pays de cocagne, comparé au monde déchiré par la guerre qu'il a laissé derrière lui. La plage est déserte et paisible. Le soleil délicieusement chaud. On entend la clameur des vagues de l'Atlantique dans le lointain. Hitler, Staline et la guerre semblent à des millions de kilomètres. Je remarque soudain que les passants me regardent curieusement. Je me rends compte que les hommes ici portent des chemises à manches courtes, tandis que moi, je suis habillé à la Marseillaise, avec en plus un casque colonial. Sacré rappel à l'ordre. Le moindre détail a son importance quand on fait du renseignement.
Pour l'heure, Rigord a deux priorités. Trouver l'appartement qui abrite son quartier général et une activité professionnelle qui lui serve de couverture. Il doit pouvoir épier toute l'Afrique du Nord. Alger est au centre. C'est donc là qu'il décide de s'installer avec Zofia, son épouse, et son fils Yégé, dans ce qui était alors un luxueux hôtel, l'Arago. 4 jours après son arrivée, Yégé tombe malade. C'est grave. Une pleurésie suite à une pneumonie maltraitée. Zofia reste stoïque et tourne la situation à notre avantage. Yégé, devant rester alité toute la journée, veillera pour nous à ce que personne ne vienne fouiller dans mes papiers et nos affaires. Rigord a tout fait pour que sa venue en Algérie et son séjour aient un statut légal. Donc il a essayé de voyager légalement, d'arriver en Algérie légalement. Il a obtenu du reste pour cela le support de l'ancien commissaire Dubois, qui a œuvré pour lui procurer des papiers légaux. Et une fois sur place, il s'est dit, il faut que je trouve une raison sociale à ma condition. Voici un officier polonais, accompagné de sa femme et de son fils, qui arrive à Alger sans grande fortune et s'installe dans un hôtel. Il aurait été une cible facile pour la police secrète italienne ou allemande. Il aurait été repéré tout de suite. Et sa couverture, qui selon moi devrait être enseignée dans toutes les écoles de renseignement du monde, a été de fonder une petite entreprise de flocons d'avoine qui est devenue très prospère. Les tickets de rationnement ont fait leur apparition. Les flocons d'avoine deviennent le seul produit alimentaire que l'on peut acheter sans restriction en pharmacie. Ils sont fournis à toutes les unités armées, même dans les camps de prisonniers de guerre français en Allemagne. Rien d'étonnant à ce que la demande excède l'offre. Le succès est énorme. Cette admirable couverture a permis à Rigord de voyager partout en Afrique du Nord, visitant ses usines, tout en repérant qui était qui et ce qui se passait. Et beaucoup de gérants de ces usines lui ont aussi fourni des renseignements utiles. Fort de cette couverture, Rigord constitue des réseaux de renseignement en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et ce n'est pas sans risque. Les colonies françaises se sont alignées sur la politique de Vichy. Et l'armée française d'Afrique du Nord a pour mission de les défendre. Dans un tel contexte, la plus grande des prudences s'impose. Je vais toujours manger au même restaurant et je laisse de généreux pourboires. Il est important que je devienne un habitué apprécié par le personnel. C'est une bonne source d'information et cela permet aussi de prendre la température ambiante. De mes discussions avec les serveurs, je comprends que les Français d'ici n'aiment pas les Anglais, qu'ils apprécient les Américains et qu'ils ont de la sympathie pour les Polonais. Les gens ont foi en la capacité de Vichy à maintenir leur indépendance et la plupart respectent Pétain. Vichy essayait de suivre une voie indépendante, ni pro-alliée ni pro-allemande, à part le fait qu'il se sentait obligé d'obéir aux clauses de l'armistice. Donc au début, ils sont aussi neutres que possible, et ils ne collaborent que là où c'est nécessaire pour réparer les ponts, les routes, etc. Puis, comme l'armistice dure, ils deviennent de plus en plus collaborationnistes, voulant améliorer leur position. Ils ont offert toutes sortes de marchés à Hitler en échange d'un meilleur traitement. L'ouverture de la ligne de démarcation, par exemple, ou bien un traité de paix plus avantageux. En réalité, pour beaucoup, le gouvernement de Vichy a ses avantages.
Le maréchal Pétain reste un héros, à même de garantir l'intégrité de l'empire colonial, mais aussi la paix avec l'Allemagne, qui est alors à 2 doigts de gagner la guerre, ce qui incite au compromis. La plupart des Français d'Afrique du Nord préfèrent fermer les yeux sur les mesures discriminatoires de Vichy. My dear Major, we are trying to cooperate with your government, but we cannot regulate the feelings of our people. Captain, are you entirely certain which side you're on? I have no conviction, if that's what you mean. I blow with the wind, and the prevailing wind happens to be from Vichy. And if it should change? Well, surely the Reich doesn't admit that possibility. We are concerned about Il y a beaucoup de Louis Renault en Afrique du Nord. Si tous les Français ne collaborent pas, ils sont peu à résister. L'heure est plutôt à l'attentisme. Un homme, Marcel Dubois, ne dissimule pas son camp. Et l'aide et l'amitié qu'il offre à Rigord sont inestimables. C'est lui qui m'avait aidé à cacher l'élimination d'un espion allemand quand il était directeur adjoint du contre-espionnage de Vichy à Marseille. Depuis, il a été affecté au service de police au Maroc. Il m'a procuré un permis de résidence renouvelable et il me fait bénéficier d'une protection accrue. Je me rends compte que Marcel est tout à fait conscient de mon véritable rôle en Afrique du Nord, bien que nous n'en parlions jamais. Je m'efforce de cacher mes activités derrière une image d'homme d'affaires. De son côté, en agent du contre-espionnage expérimenté, il s'adresse à moi avec tact, sans poser de questions. Nos liens d'amitié se resserrent lorsqu'il me demande d'être le parrain de son fils Philippe. La marraine est Joséphine Baker, célèbre meneuse de revue franco-américaine. Contrairement à certains de ses contemporains, elle refuse de se produire en France occupée et s'est installée au Maroc. Animée d'un fervent patriotisme envers la France, Joséphine est l'une des femmes les plus adorables et les plus belles que l'on puisse imaginer. Joséphine est aussi une excellente comédienne. Pourrait-on se douter qu'elle contribue activement à alimenter les services de renseignement? En Afrique du Nord, les informateurs se côtoient sans le savoir. Les espions se croisent et s'ignorent. Un jour, je reçois un rapport qui retient mon attention. Une petite embarcation qui a chargé du carburant français et des vivres a quitté le port de nuit pour rentrer à vide le lendemain matin. J'envoie immédiatement les informations au quartier général polonais à Londres. Selon des rumeurs, ce sont des provisions pour les sous-marins allemands en mer. Le lendemain, l'opération se répète, mais cette fois avec 2 bateaux battant pavillon espagnol. Vitesse de croisière et cap me permettent de localiser facilement leur destination. Raids aériens et sous-marins ennemis avaient causé de lourdes pertes au convoi britannique. Mon quartier général peut désormais leur envoyer des informations précises pour qu'ils attaquent la base sous-marine allemande à l'est d'Alger. Être à l'affût de tout. Scruter et consigner les faits sans relâche, du plus insignifiant au plus troublant. C'est monotone et très périlleux. Mais toute information envoyée par Rigord peut s'avérer stratégique. Croiseur Dunkerque, hors combat, stop. 6 bombardiers italiens atterrissent à l'aéroport de Maison-Blanche, stop. Défense d'Oran compte 16 000 hommes, stop.
J'essaie de dîner en famille vers 19 h, mais ce n'est pas toujours facile car c'est souvent le soir que je rencontre mes officiers. Par contre, je rentre toujours vers 22 h pour rédiger les derniers rapports urgents. Le matin, je reste à l'hôtel. J'écris les rapports pour le quartier général. Je tiens les comptes. À midi, je sors pour surveiller le port, rencontrer mes contacts et déjeuner. L'après-midi, je travaille à ma société. La présence de ma famille et mes relations dans les affaires me font une réputation d'homme respectable, fortuné et socialement en vue, autant d'attributs qui me mettent à l'abri des soupçons. Ma société fournit également une couverture à certains de mes agents les plus importants. Les directeurs de mes succursales à Oran et à Constantine, Ragache et Schmidt, travaillent pour moi sans connaître leur identité respective et sans savoir que leur patron, qui n'est autre que moi, est l'espion en chef. Dans le réseau, l'Agence Afrique, Rigor travaille exclusivement avec des officiers du renseignement polonais. Ce sont les seuls à connaître son identité. La plupart des agents et informateurs engagés par ces officiers sont en revanche des Français. Des centaines d'hommes et de femmes déterminés à lutter contre Vichy. Paul Schmitt, Joseph Briasco, Georgie May, Rémi Espy, son identité. La plupart des agents et informateurs engagés par ces officiers sont en revanche des Français. Des centaines d'hommes et de femmes déterminés à lutter contre Vichy. Paul Schmitt, Joseph Briasco, Georgie May, Rémi Espy, Ils ne sont pas tous gaullistes, mais tous contre la collaboration. Colonel Richard, René Daguet, Dumas, Antoine Ferracci, Bruel, Mousset, En vérité, les Français travaillaient pour le deuxième bureau polonais, alors qu'ils pensaient travailler pour les Britanniques. Les Allemands eux-mêmes considéraient les renseignements polonais comme l'avant-garde britannique sur le continent. 40, 41, 42, l'appartenance du réseau ne comptait pas. Ce qui importait, c'était d'entrer dans un système contre l'occupant. Parce que pour tous ces résistants, ils ne savaient rien de la France libre, ils ne savaient rien de Londres. Ils savaient que la résistance était à Londres et tous les chefs de résistance et tous les gouvernements alliés s'étaient réfugiés à Londres. Londres était la capitale du monde libre, c'était la dernière capitale européenne non asservie par les forces de l'Axe. Donc ce n'était pas important. L'important, c'était de travailler, savoir qu'on travaillait pour Londres. La Chapelle, ça n'importait peu jusqu'en 1942. L'Agence Afrique de Rigor est organisée de façon pyramidale. Les instructions qu'il transmet à ses officiers sont ensuite relayées par ceux-ci au chef de bureau. Ces derniers répartissent alors les tâches entre les divers agents. Quant aux informations qui doivent remonter à Rigor, elles empruntent le même circuit en sens inverse. Mon travail à l'usine et à l'Agence Afrique me prend tout mon temps. Ma femme compatit et offre de m'aider. Zofia connaît mes officiers depuis l'époque de Marseille. Elle me propose de recevoir leur rapport en mon absence. Comme elle maîtrise le chiffrage, elle m'aide aussi à crypter les dépêches. Huit nouveaux agents admis à Alger, numéro 1882-83 et Casablanca, numéro 1960-63. Stop. Besoin d'un transmetteur radio pour Casablanca. Stop. Ce qui est crucial pour le réseau, c'est de pouvoir faire remonter les informations au QG central. Londres ordonne donc à Rigor de prendre contact avec un officier polonais du chiffre, service du codage et décodage de messages, le commandant Maximilian Tchenski,
nom de code Maciej. À Alger, nous sommes descendus au même hôtel. Sa chambre est au 4e étage, la nôtre au 1er. Nous communiquons tous les jours. Nous nous sommes mis d'accord pour que je glisse les messages pour Londres sous sa porte le soir à 11h moins le quart, lorsque l'activité de l'hôtel s'est calmée pour la nuit. Il vient dans ma chambre entre 11h30 et minuit avec les questions qu'il reçoit de Londres. Ciężki souffre de la solitude. Sa femme et ses enfants sont restés en Pologne et lui est seul à Alger, sans nouvelles. Ciężki est un grand professionnel du chiffre. Il a travaillé avant-guerre sur l'une des missions les plus secrètes de l'histoire militaire, le décryptage des communications de l'armée allemande, encodées par les célèbres machines Enigma. Utilisées depuis les années 20, ces machines étaient alors considérées comme inviolables par les Français et les Britanniques. Les Allemands ont commencé à l'utiliser au milieu des années 20. C'était la marine allemande qui l'employait. Et le service polonais du chiffre l'écoutait sans rien y comprendre pendant des années. Chaque touche a des milliards de possibilités. Ils ont donc fait appel à des mathématiciens. J'en ai rencontré un, Marian Rejewski. Rejewski a dit « Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet allemand » 26 ? Oubliez vos milliards. Moi, je vais le déchiffrer par la théorie des probabilités, et c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit quand même qu'on l'avait aidé. À Noël 1932, un bateau de la flotte allemande a été suffisamment stupide pour souhaiter « Joyeux Noël » à un autre par Enigma. C'est ce qui a permis de connaître toutes les lettres les plus utilisées de l'alphabet allemand et de déchiffrer toute la machine. Ainsi, les Polonais avaient réussi à casser le code de l'armée allemande avant la guerre. Et c'est eux qui ont donné aux Français et aux Britanniques une version reconstituée de la machine Enigma en juillet 1939. Lors de l'invasion de la Pologne, Ciężki et d'autres spécialistes se réfugient en France. Et c'est près de Paris, dans la station d'écoute des renseignements français, dirigée par le capitaine Bertrand, qu'ils continuent à décrypter les messages des Allemands. Puis, après l'armistice de juin 40, cette station est curieusement transférée par Vichy en zone libre à Uzès et Alger. Vichy entend en effet continuer à écouter les communications allemandes. Encore plus saisissant, certaines de ces écoutes sont transmises par les services de renseignement du gouvernement de Pétain aux services secrets britanniques. L'ambiguïté de Vichy n'a pas échappé au réalisateur de Casablanca. Lawyer, you pro-Vichy or free French? Serves me right for asking a direct question. The subject is closed. Looks like you're a little late. Huh? So Yvonne's gone over to the enemy. Who knows? In her own way, she may constitute an entire second front. Vichy pratiquait aussi quand même un petit double jeu quand même. Il se gardait une issue de sortie vis-à-vis des Alliés. C'est très difficile de comprendre cette attitude ambiguë. Vous avez une guerre où les images dominantes sont le bien et le mal, le noir et le blanc.
C'est vrai que les nazis avaient leur image de la guerre, et les Alliés avaient la leur. Mais entre ces deux positionnements forts, un pays qui essaie de rester en dehors de tout ça, de rester neutre et de ne pas perdre son empire ou le peu qui lui en reste, c'est très difficile à comprendre. Ciężki, un officier du chiffre polonais, dirige le centre d'écoute d'Alger. Il a été contraint de servir Vichy. C'est Vichy qui le fait passer pour un Français. Il mène une vie de civil sous le nom de Max Müller. Les autorités françaises ne veulent en aucun cas que la commission allemande d'armistice découvre qu'il écoute et déchiffre leurs messages secrets. Si Vichy double les Allemands, l'équipe de Ciężki, alias Müller, double tout le monde. Il envoie systématiquement à Londres toutes les informations obtenues par les écoutes. Quant à celles qui pourraient nuire à la résistance française, l'équipe polonaise se garde bien de les transmettre à Vichy. Mieux encore, Ciężki et son équipe utilisent cette installation pour créer un lien radio secret entre Rigord et son QG polonais de Londres. En Afrique du Nord, Rigord est exposé au danger en permanence. Ici, tout le monde espionne tout le monde. Des centaines d'agents nazis et fascistes traquent les agents alliés ou même épient les Français de Vichy. Tout cela, bien sûr, sous couvert de la commission d'armistice. Contrôle des effectifs de l'armée française, recherche de caches d'armes, vérification que minerais et vivres prennent bien la route vers l'Allemagne. Il ne néglige rien. Jusqu'à payer des agents chargés de faire de la propagande anti-française au sein de la population musulmane. Toutes les populations musulmanes, tunisiennes, marocaines, algériennes, ne se sentent pas très concernées. Jusque-là, jusqu'en juin 40, elles ont fait bloc autour de la mère patrie, mais au demeurant, ensuite, au fond, l'ensemble du conflit n'est pas tout à fait le leur, même s'ils payent durement, parce qu'il y a 90 000 prisonniers nord-africains dans les camps de prisonniers. Les Arabes, les Berbères et les Noirs représentent les 3/4 de la population. Pourtant, ils n'ont aucune influence sur l'évolution des événements politiques. En tant que Polonais, élevé dans la tradition de l'indépendance nationale, j'ai du mal à l'accepter. Les hommes portent de belles tenues qui me rappellent les anciens costumes de la noblesse polonaise. Les femmes, dans leurs longues robes amples, sont mystérieuses et attirantes. Ici, le prestige français est sur le déclin. Les Arabes se rendent bien compte que les Allemands sont en train de saigner la région à blanc sous les yeux des Français, impuissants. Ce qui me déconcerte, c'est que cette détérioration a gagné plus de terrain au Maroc que partout ailleurs, laissant à penser que la position de la France est progressivement sapée par certains intérêts étrangers. Rigord avait une autre capacité extraordinaire que personne d'autre n'avait, celle de lire la situation politique de l'Afrique du Nord française, de déchiffrer l'attitude de la population arabe et des Touaregs. C'était extrêmement important parce que tout au long des années 40 et 41, des rumeurs ont couru que la population arabe se révolterait, que ça serait leur moment. Ils étaient payés et encouragés par les Allemands pour être du côté des forces de l'Axe et pas du côté des Alliés. Donc on peut dire que le rôle de Rigord, professionnel entraîné à regarder toutes les complexités, toutes les ramifications, toutes les subtilités du renseignement, a été extrêmement important. Tandis que j'élargis l'activité de l'Agence Afrique, j'en viens à soupçonner la présence d'un autre service de renseignement allié avec lequel il faut éviter d'entrer en concurrence.
En outre, il arrive qu'un agent tente de travailler pour 2 services à la fois et leur fasse passer les mêmes informations. Afin d'éviter les dépenses inutiles, je demande au bureau central d'intercéder auprès des services de renseignement britanniques pour qu'ils m'autorisent à contacter le Rhum en Afrique du Nord. On me répond que le renseignement anglais ne peut pas accéder à ma demande car ils n'ont pas d'agent sur place. Il semble que je suis absolument seul. Le réseau de Rigor n'est pas le seul réseau des services des renseignements polonais qui s'implantent dans toute l'Europe et deviennent un atout majeur pour les Alliés, tout particulièrement lors de l'invasion de l'Union soviétique par Hitler. La Pologne, qui est sur la route de cette offensive, fournit des renseignements cruciaux. Jedną, prawda, z takich największych, prawda, osiągnięć wywiadu. L'un des plus grands succès du service de renseignement polonais, ce fut les informations qu'ils ont transmises sur les concentrations de troupes allemandes à la frontière avec la Russie. Ils ont précisé jusqu'à la date de l'attaque. Est à l'image des Américains présents en Afrique du Nord, comme Robert Murphy, l'envoyé spécial de Roosevelt, ou encore les vice-consuls qu'on avait surnommés les 12 apôtres et qu'on aurait pu aussi bien qualifier de gentlemen espions ou de brigades en smoking. Comme nous connaissons la plupart du personnel du consulat américain, nous savons qui sont les 12 vice-consuls et quelle est leur mission. Nous surveillons leurs activités pour déterminer si nous avons des agents en commun, mais nous n'entrons pas en contact avec eux. Nous réalisons rapidement que sur le plan strict de l'espionnage, nous perdons notre temps. C'étaient d'anciens professeurs de français, des hommes d'affaires. À l'époque, il n'y avait pas de professionnels du renseignement aux États-Unis, ou peu. En effet, notre service de renseignement, l'OSS, n'a été créé par le général Donovan qu'à notre entrée en guerre. C'étaient des amateurs, pas des professionnels. Des anciens officiers de la Première Guerre mondiale recrutés par le département d'État. Mais on est avant Pearl Harbor, et quand les Américains veulent savoir quelque chose, ils s'adressent aux Britanniques. Mais les Britanniques, eux, n'ont personne, en dehors de Rigor, il s'entend. C'est lui qui les informe, et notamment du détournement de l'aide américaine au profit des Allemands. Important transport de pétrole et d'huile américain pour Rommel. Je répète, Rommel, en Libye. Stop. SS Krumir quitte Alger avec chargement de latex pour l'Allemagne. Stop. Les Allemands ont mis les Américains sur écoute. Ils lisaient toutes les correspondances entre Murphy et les officiers français. Par exemple, l'accord avec Weygand et toutes ses ramifications ont été lus par les Allemands. C'était la raison pour laquelle Pétain a rappelé Weygand en France. Weygand a été rappelé par Pétain en novembre 1941. La situation se dégrade et la répression s'intensifie. La propagande omniprésente de Vichy s'étale partout dans les rues et écouter la BBC devient passible de sévères amendes. Enfin, l'administration se débarrasse de toute personne soupçonnée d'être anti-Vichy. Vichy was trying to keep the Germans from taking over the entire police function, and so they were fighting the resistance. Vichy veillait à ce que les Allemands ne prennent pas tous les pouvoirs dans la police. Pour garder sa souveraineté, c'est Vichy qui traquait les résistants. C'est comme ça que c'est devenu un État de plus en plus policier. Et le gouvernement de départ, le gouvernement du renouveau, a disparu. By the way, monsieur, last night you evinced an interest in Signor Ugarte. Yes? I believe you have a message for him. Nothing important, but may I speak to him now? You would find the conversation a trifle one-sided. Signor Ugarte is dead. I'm making out the report now. We haven't quite decided whether he committed suicide or died trying to escape. Il faut parer à toute éventualité. Je ne pars plus de chez moi sans laisser des instructions sur ce qu'il faut faire si je ne reviens pas.
Novembre est un mois fatal pour le renseignement polonais. L'ami intime de Rigord, Armand, chef du réseau d'espionnage polonais interallié à Paris, est arrêté, dénoncé par sa plus proche collaboratrice, Mathilde Carré, dite La Chatte. Le réseau est démantelé par les Allemands. Tudor part se cacher à Marseille. À son tour, le principal spécialiste naval de Rigord, nom de code Doctor, se fait alors capturer par la police de Vichy. Rigord ne passe pas non plus entre les mailles du filet. Le 26 novembre 1941, nous sommes réveillés par le directeur de l'hôtel. Il nous informe que 2 messieurs m'attendent dans le hall pour me parler. Une visite aussi matinale n'augure rien de bon. J'essaie de faire bonne figure, encourageant Zofia à rester calme et tentant de la convaincre que tout va bien se passer. Par le plus grand des hasards, Rigord est incarcéré dans une cellule surpeuplée où il retrouve Doctor. Doctor me dit qu'il a été interrogé par le commissaire spécial Léonard de Marseille, responsable de l'enquête. Nous accordons nos versions. Il m'indique également que tous les inspecteurs locaux sont anti-allemands et que c'est pour leur chef à Chiari que j'ai reçu un mot de passe à Marseille. Je passe la première nuit sur un matelas à même le sol de la salle commune et reste longtemps éveillé. Mon arrestation, ma rencontre avec Doctor et l'interrogatoire m'ont mis les nerfs en pelote. Zofia a-t-elle réussi à se débarrasser des livres de chiffrage? Dans de tels moments, je m'efforce de puiser dans mon expérience pour deviner d'où la prochaine menace va surgir. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance. J'espère que cela va continuer. Comment savoir si l'on peut faire vraiment confiance à Chiari? L'heure n'est plus aux hésitations. Rigord joue quitte ou double. Je lui pose directement la question. Monsieur le commissaire, vous connaissez ce mot de passe? Je viens de la chambre numéro 5 de l'hôtel Albert Ier. Chiari me regarde avec un mélange d'angoisse et de stupéfaction. Oui, je le connais. Plantant mes yeux droits dans les siens, je lui dis « Je suis le chef des services des renseignements alliés sur le territoire d'Afrique du Nord. » Le pari est payant. Rigord est libéré et Andrea Chiari, vrai résistant à l'époque, devient dès lors un atout précieux de l'agence Afrique. Et bientôt l'un de ses agents. Chiari, c'était une figure. Il travaillait, il était anti-allemand, anti-nazi, convaincu. Il faisait son travail de BST, c'est un fonctionnaire d'État, mais au fond de lui-même, il voulait quand même faire quelque chose pour son pays et puis faire quelque chose pour les Alliés. Andrea Chiari fait probablement des gens qui ont épousé la cause de la France libre ou qui ont voulu suivre De Gaulle, mais qui n'ont pas pu. Ça n'est pas si simple que ça, hein, d'établir le... Ou quelquefois, quand ils ont pensé établir un contact, c'était pas avec les services du BCRA, hein, les services de renseignement de la France libre, mais avec les services anglais. Et d'aucuns, même sur place, fournissaient des renseignements sans savoir toujours à qui les fournissait. Ici, Londres. Vous allez entendre les informations en français. Souvent, les agents exigent qu'on leur garantisse qu'ils travaillent pour De Gaulle et pas pour les Anglais. Qu'on soit alliés et qu'on serve la même cause n'y change rien. Pour avoir confirmation, ils demandent à entendre leur message au milieu des transmissions du service français de la BBC depuis Londres. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. C'était le seul lien qu'ils avaient avec le monde libre
qu'ils avaient également avec De Gaulle, parce qu'ils savaient pas grand-chose, mais ils savaient au moins que De Gaulle était à Londres. Et la BBC servait également à donner une caution morale aux résistants qui entraient dans le réseau Afrique. Rigor a demandé expressément à la BBC de placer un message spécial dans une de leurs émissions pour confirmer que c'était bien les Français libres qui recevaient les renseignements. En fait, le destinataire n'était pas la France libre, mais le service de renseignement anglais, le SIS. Le SIS a fait en sorte que la BBC diffuse les messages demandés par Rigor sans que De Gaulle le sache. Quand il l'a appris, De Gaulle, bien sûr, était furieux. Rigor est convaincu que les relations entre le renseignement polonais et le BCRA gaulliste sont excellentes. La centrale polonaise à Londres se garde bien de le contredire. En réalité, les rapports entre les deux services sont inexistants. Concernant l'agence Afrique, la centrale du renseignement polonais a un rôle de transmission et de traduction. Les messages de Rigor sont exclusivement envoyés aux Britanniques qui tiennent à conserver leur indépendance vis-à-vis du général de Gaulle. Ils veulent avoir les mains libres pour décider seuls de leur stratégie militaire. Si les Britanniques brillent par leur absence en Afrique du Nord, ce sont bel et bien eux qui tirent les ficelles, mais en coulisses. Dans le film Casablanca, la Grande-Bretagne est aussi la grande absente, alors que pour beaucoup, c'est le seul pays à faire la guerre à l'époque. Mais ça ne va pas durer. Sam. Yes, boss. It's December 1941 in Casablanca. What time is it in New York? What? My watch stopped. I bet they're asleep in New York. I bet they're asleep all over America. Ils dormaient bel et bien quand les bombardiers japonais ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941. L'entrée des Américains dans la guerre donne désormais au conflit une ampleur mondiale. Et pour Rigor, ça change les choses. Il a enfin des alliés sur place. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, je rencontre John Boyd et John Knox, deux vice-consuls auxquels je me présente comme Monsieur Roger. Je leur laisse entendre que mon réseau de renseignement couvre toute l'Afrique du Nord. Ils se proposent immédiatement de m'aider à faire parvenir les documents volumineux au consulat britannique de Tanger grâce à leur valise diplomatique. Quand je lui remets mon deuxième envoi, M. Boyd me fait savoir que selon les ordres du département d'État, la serviette contenant les documents doit lui être remise ouverte et non scellée. Je suis bien sûr mécontent du tour que prennent les choses. Mais je n'ai pas le choix et ne peux que m'incliner. Mais l'extension du conflit a aussi d'autres conséquences en Afrique du Nord. Alors que l'on pensait que la situation n'allait pas durer, que la Grande-Bretagne serait vaincue et qu'un traité de paix ramènerait tout à la normale, voilà que la guerre s'amplifie. Vivres et chauffages commencent à manquer. Même le vin devient difficile à trouver. Seul le marché noir prospère. Vichy déçoit de plus en plus, l'exaspération monte. Dans Casablanca, le message est clair. L'esprit de la Révolution française n'est pas compatible avec Vichy, et les Français ne sont pas tous des collaborateurs dans l'âme. Ce dont ils ont besoin en Afrique du Nord,
c'est d'un leader pour les galvaniser. Dans le film, c'est Laszlo, le résistant. En réalité, de tels meneurs d'hommes sont rares en Afrique du Nord. La résistance y est marginale et désunie. L'Afrique du Nord était probablement la partie la plus pétainiste de l'Empire. Les colonies sont toujours nationalistes et conservatrices parce qu'elles se sentent menacées. Et l'Afrique du Nord était particulièrement anti-gaulliste et pro-Pétain. Je suis sûr qu'il y avait un ou deux gaullistes là-bas, mais ils étaient extrêmement rares. Et sont des gens qui de toutes obédiences politiques et d'horizons très différents. Henri d'Asti de la Vigerie, qui est contacté par une famille de juifs d'Oran et Carcassonne. Et ce groupe s'agrège avec celui de José Aboulker, qui a été appelé tout de suite et assez tôt aussi par ses camarades étudiants en médecine. Alors je dirais que c'est à la fois des familles ou religieuses ou professionnelles ou autres, ce sont les liens de solidarité ou de gens sûrs qui s'agrègent avec un objectif. Rigord est conscient de ces divisions au sein de la résistance. En maître espion, il mesure combien elles sont contre-productives. Il décide donc d'organiser avec Hathiari un sommet unifié de la résistance et rapproche royalistes, gaullistes et socialistes. Le 23 décembre 1941, je suis en réunion avec les délégués d'Oran et d'Alger dans le but d'unifier les mouvements existants. Je cite en exemple la Pologne dont l'armée de l'intérieur clandestine est sous commandement unifié et je réussis à les convaincre. Ils veulent mettre Weygand ou le général de Lattre de Tassigny à la tête des opérations. La participation de Weygand ne me paraît pas assurée. J'explique que moi-même, je ne peux pas prendre part active à leur organisation. La lutte contre Vichy et la préparation d'un futur conflit sont des questions internes à la France. Cependant, je leur propose une aide financière et la possibilité de contacter Londres par radio. La résistance entreprend alors de mettre sur pied une organisation armée pour combattre Vichy. Mais aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, le nom de De Gaulle n'est jamais mentionné. On parle de Weygand et du général de Lattre de Tassigny, alors à la tête de l'armée française en Tunisie. Loin d'être des collaborateurs zélés, ils ne se sont pas encore illustrés par des faits de résistance. Rigord n'intervient pas dans ces décisions internes aux Français. Il ne fait que les commenter. Murphy et les 12 apôtres, en revanche, s'en mêlent. Et pour eux, De Gaulle, il n'en est pas question. Ils ont exclu De Gaulle non seulement parce que Roosevelt ne l'aimait pas beaucoup, mais aussi parce que les officiers avec lesquels ils étaient en relation en Afrique du Nord leur ont dit « Ne laissez surtout pas les Britanniques ni De Gaulle venir avec vous. Parce que dans ce cas, vous ne trouverez personne ici pour vous aider. » Ils écoutaient ces gens en Afrique du Nord qui étaient des loyalistes et qui pensaient que De Gaulle était un fauteur de troubles. These papers expired 3 weeks ago. You'll have to come along. Dans le film, la France combattante, la France résistante, est représentée par la Croix de Lorraine, le symbole gaulliste. Mais la réalité est autrement plus complexe. Et que Hollywood se tourne vers De Gaulle quand Roosevelt persistait avec Vichy, cela prête à sourire. L'opinion américaine n'était pas d'accord avec Roosevelt à propos de Vichy et de Gaulle. Cette question les divisait plus qu'aucune autre, parce que la population américaine avait fini par accepter De Gaulle. En janvier 1942, j'apprends que mon chef de réseau à Tunis est arrêté avec 2 de nos agents. Quelques semaines plus tard, 2 policiers arrivent de Marseille et posent des questions sur mon adjoint Łubiński. Pas de risques inutiles. Łubiński doit se cacher.
ma femme a la brillante idée de le déguiser avec une perruque. Le slave bien dégarni se change en espagnol chevelu. Sa mère aurait du mal à le reconnaître. Je le mets hors circuit et je l'envoie à Oran. 2 de mes officiers sont hors de combat. Je demande des renforts à Londres. 3 hommes attendent déjà à Gibraltar. Il faut juste qu'ils débarquent. Entre-temps, 3 résistants arrivent de Marseille et demandent à rencontrer Rigor. D'où connaissent-ils mon nom de code? Est-ce une provocation? Londres me demande de plus en plus d'informations. Nous installons des émetteurs radio supplémentaires à Alger et Casablanca pour satisfaire cette exigence. C'est alors que Washington manifeste son intérêt pour les affaires militaires. Il se trame quelque chose. Un vent de changement semble souffler non seulement de Londres, mais également d'outre-Atlantique. Rigor poursuit donc ses visites chez les vice-consuls, muni de ses volumineux rapports. De temps à autre, il y croise Murphy. Je lui ai dit que, puisque nous sommes alliés, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les vice-consuls puisent dans mes informations, à condition que Washington sache que c'est l'agence Afrique des services de renseignement polonais qui les fournit. Le ministre me gratifie d'un sourire énigmatique et répond « Bien entendu, nous sommes entre gentlemen. » Mais Murphy ne respecte pas cet accord et envoie les informations de l'agence Afrique de Rigor à Washington en les présentant comme siennes. Donc, vous avez ce phénomène incroyable. D'une part, vous avez les renseignements que Rigor envoie à Londres pour être traités par les services britanniques, et d'autre part, vous avez les mêmes renseignements envoyés par les Américains à Washington comme si c'était les leurs, comme s'ils venaient des 12 apôtres. C'était extrêmement dangereux parce que les Américains pensaient qu'ils avaient 2 sources d'informations. Les Britanniques leur disaient une chose et les Américains en Afrique du Nord leur disaient la même chose. Donc ils pensaient que tout allait bien. Mais il n'y avait en fait qu'une seule source dont la majeure partie venait de l'incroyable opération de Rigor. Compte tenu de l'attitude de Murphy, rien de surprenant à ce que les informations reçues par Londres et par Washington se recoupent. Ce qui limite alors le danger, c'est que les informations de Rigor sont exactes. La guerre prend soudain un nouveau tournant. Staline exige l'ouverture d'un second front à l'ouest pour réduire la pression sur le front oriental. Churchill veut ce front en Afrique du Nord. Roosevelt, lui, le voit en Europe. Après 6 mois de discussion, décision est prise en juillet 1942. Ce sera l'Afrique du Nord. Ce que Rigor ignore, c'est que la qualité du renseignement a pesé dans ce choix. Les exigences de Londres se font de plus en plus précises et insistantes. Les chefs de la résistance passent leur temps à me demander des contacts pour rencontrer les officiels britanniques à Tanger. Les Américains veulent connaître nombre de détails qui ont été transmis à Londres par radio et non par la valise diplomatique. Il y a quelque chose dans l'air. Mais le quartier général des renseignements polonais ne semble être au courant de rien. En cet été 42, la guerre sévit sur tous les fronts. Les sous-marins allemands infligent de lourdes pertes aux Alliés dans l'Atlantique. À Stalingrad, comme à la frontière égyptienne, les combats font rage. Les ports français d'Afrique du Nord sont de plus en plus utilisés par les forces de l'axe Rome-Berlin comme point de passage du matériel militaire destiné aux Allemands. Les sous-marins ennemis accostent même à Alger. En octobre, une rumeur se répand de façon alarmante partout à Alger.
Elle concerne une armée secrète et une possible occupation américaine. La situation est ridicule. La Gestapo ne peut pas ne pas avoir vent de la chose. Peut-être pense-t-elle qu'il s'agit d'un leurre destiné à semer la confusion quant à la véritable cible de l'attaque alliée. Vichy doit également être au courant, mais semble ne pas en faire cas. Des ordres sont néanmoins donnés afin de renforcer les défenses. Phares à côté d'Oran éteints. Stop. Alerte militaire à tous les aérodromes. Stop. Circulation suspendue au port 157. Stop. Ordre aux bateaux de rentrer au port. Stop. Sous-marins au port en alerte. Stop. Les événements s'accélèrent. Le 5 novembre, l'un de nos agents, un Canadien, exige que nous remettions nos communications radio à la résistance. Je préviens Londres de l'incident. On me dit de refuser et de ne pas m'en mêler. Il est vital que les gens qui travaillent pour les renseignements ne se mêlent pas à ceux qui agissent. Le risque d'arrestation est beaucoup trop grand, ce qui signerait l'arrêt de mort de toute l'opération. De l'autre côté de l'Atlantique et de la Manche, un événement historique se prépare. Des milliers d'hommes embarquent sur les navires de la plus puissante armada jamais mise à flot. S'ils savent qu'ils vont combattre, ils ne savent pas encore où. Ce sera le baptême du feu pour la plupart d'entre eux. De son côté, Rigord s'interroge. La rumeur persiste. Aussi, je décide d'en parler directement à Murphy. Il m'informe que les débarquements planifiés sont prévus pour le lendemain et me demande de rester en contact radio permanent avec Londres. Je regarde autour de moi, stupéfait. Vichy vit ces dernières heures en Afrique du Nord. Ce sera le premier territoire à être libéré des griffes d'Hitler et je serai là pour y assister. Cette nuit-là, je prends la mesure de l'importance des renseignements militaires que j'ai envoyés. Je regarde ma carte, celle où sont inscrites les informations codées que je suis le seul à comprendre. Nous avons fourni un rapport minutieusement détaillé sur chaque division, chaque fort, batterie côtière ou aéroport. Ils connaissent les réserves exactes de munitions, de bombes, d'équipements. Je vois maintenant que Londres a accumulé toutes les données nécessaires à la préparation d'un plan d'occupation de l'Afrique du Nord. Il est probable qu'aucun état-major ne pourra plus à l'avenir obtenir d'informations aussi précises. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. L'armée française applique les ordres de Vichy, elle défend l'Empire. Oran et Casablanca sont plongés dans un bain de sang. Grâce à la résistance, Alger tombe aux mains des Alliés. Pour la première fois dans l'histoire, des Français se battent contre les Américains. Les combats durent 3 jours et font 1800 morts. Pour la première fois aussi dans cette guerre, espionnage et renseignement militaire jouent un rôle décisif. La contribution de Rigord a bien été précieuse. We have victory. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. En fait, l'opération Torche s'avéra non seulement être la fin du début, mais aussi le début de la fin de cette guerre. Elle constitua un véritable tournant. Ses conséquences furent d'une grande portée. Elle servit de prélude à la campagne d'Italie, qui à son tour favorisa une offensive alliée de grande envergure en Europe. La situation était désormais sans équivoque. Well, Rick, you're not only a sentimentalist, but you've become a patriot. Maybe, but it seemed like a good time to start. I think perhaps you're right.
L'armée française d'Afrique du Nord avait changé de bord et continuait la guerre du côté des Alliés. La France avait retrouvé son rang de membre à part entière de la coalition. Les grandes puissances avaient choisi leur camp. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Je pense que chaque pays a sa propre version de cette guerre. Les Américains pensent que c'était une bonne guerre, qu'ils ont été brillants, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas bien combattu en Afrique du Nord. Ça nous a pris beaucoup de temps pour devenir de bons soldats. Tous ces récits fabriqués ont réécrit l'histoire. Rigord reçut la Légion américaine du mérite et l'Ordre de l'Empire britannique, les plus hautes distinctions de ces deux pays. En travaillant constamment au péril de sa vie sous la menace de l'Axe et des agents vichistes, le major Slovikovski a été un exemple exaltant de sacrifice de soi et de détermination. Dans le contexte de l'opération Torche et des événements qui s'étaient déroulés en Afrique du Nord à l'époque, Rigord aurait dû être acclamé comme un héros. Mais les opérations d'espionnage réussies ont intérêt parfois à rester secrètes. Personne n'avait intérêt à promouvoir Rigord et à honorer l'extraordinaire travail de ce réseau polonais, l'Agence Africa. Il n'y avait rien qui puisse inciter Murphy à promouvoir Rigord et à avouer que Rigord était un type extraordinaire et que c'était lui qui avait donné toutes les informations que nous envoyions à Washington et dont nous tirions tous les honneurs. Il n'y avait aucun intérêt non plus pour les Britanniques à le promouvoir parce qu'ils vantaient leurs propres services. La guerre froide nous a rendu les Polonais plus suspects qu'ils ne l'étaient pendant la guerre, alors que les Polonais de Londres étaient de notre côté. L'autre difficulté, bien sûr, c'est la situation monstrueuse dans laquelle s'est retrouvé notre ministère des Affaires étrangères pendant le conflit. Il était impératif pour nous de nous entendre avec les Russes, et cela ne nous a pas permis d'être aussi fair-play qu'on l'aurait souhaité avec les Polonais, ce que les Polonais ne nous ont jamais pardonné. Je les comprends. Les Français n'ont pas fait plus grand cas du rôle majeur de Rigord. De Gaulle fut le premier à ne plus reconnaître le gouvernement polonais de Londres et à reconnaître celui mis en place par Staline à Varsovie. Vanter les mérites des réseaux constitués par le gouvernement polonais en exil devenant gênant, ils furent relégués au silence. Et c'est ainsi qu'après la guerre, les services secrets américains, britanniques et français s'attribuèrent tous le travail de Rigord. Chacun en tira gloire, effaçant de la mémoire de l'histoire le rôle déterminant d'un homme de l'ombre. Casablanca loue l'engagement, et la scène d'amour finale en rappelle le prix. Qui dit engagement, dit sacrifice. Qui a sacrifié qui? Qui a gagné? Qui a perdu? Yes, I'm ready. Firing. God bless you. Gotta hurry, you'll miss that plane. À la fin, les héros, réels ou fictifs, s'en vont vers un avenir incertain, loin de tout héroïsme. Victor Laszlo, le résistant, part avec sa femme qui en aime un autre. Et Rigord, comme la plupart des autres soldats des forces polonaises de l'Ouest, ne peut regagner son pays. Dans la nouvelle Pologne staliniste, ils sont considérés comme des traîtres. C'est ainsi que le grand espion oublié finit ses jours comme ouvrier métallurgiste dans le sud-ouest de Londres.